Bonjour à tous et bienvenue à notre premier webinaire CEP et démarche sociale. Merci à Béatrice, assistante sociale, qui va nous présenter entre autres les éléments suivants. Le dossier MDPH, le dossier APA, les solutions pour la reprise du travail ou pendant le temps de travail et le permis de conduire. Donc, dans le dossier MDPH, quasiment les premières demandes que l'on fait quand une personne a un diagnostic, c'est souvent de demander en fait les cartes de mobilité inclusion, donc qu'on appelle maintenant CMI. Alors, il existe 3 cartes de mobilité inclusion, celle qui a la mention priorité, celle qui a la mention invalidité et celle qui a la mention stationnement. Alors, elles sont attribuées en fait en fonction du taux de handicap. Par exemple, donc une carte mention priorité est attribuée donc pour les personnes qui ont un taux de handicap reconnu par la MDPH entre 50 et 79%. La carte CMI mention invalidité, donc c'est pour les personnes qui ont un taux de handicap supérieur à 80%. Et donc la carte de stationnement, c'est pour les personnes qui ont un périmètre de marche donc très limité. Alors, elles sont attribuées souvent pour une durée limitée, mais aussi maintenant de plus en plus quand même de façon définitive. C'est-à-dire que une personne peut avoir une carte de priorité sans limitation de durée, donc attribuée à vie. Après, il peut y avoir naturellement des révisions pour demander une carte mention invalidité. Alors, ensuite, il existe... Alors, le deuxième point le plus important dans le dossier MDPH, ça concerne donc la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Alors, cette reconnaissance, donc appelée communément RQTH, elle est attribuée donc, pour toute personne qui est en âge de travailler. Elle peut être attribuée pour une durée de 1 à 10 ans ou alors de façon définitive. Alors, elle apporte de nombreux avantages, notamment l'avantage de pouvoir bénéficier d'aménagement sur votre lieu de travail si cela est nécessaire. Vous pouvez aussi avoir des avantages pour des aménagements pour des concours dans la fonction publique. Vous pouvez aussi augmenter votre solde CPF, le compte personnel formation, donc qui vous permet quand même d'obtenir un bonus tous les ans en stipulant simplement que vous avez la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Et pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui sont en reconversion professionnelle, ils peuvent tout simplement avoir un suivi avec Cap Emploi. Donc voilà l'intérêt quand même de faire une demande de reconnaissance qualité travailleur handicapé qui est quasiment tout le temps acceptée. Donc un troisième point concernant le dossier MDPH qui concerne surtout les patients qui commencent à avoir un peu une perte d'autonomie, c'est ce qu'on appelle la prestation de compensation du handicap. Alors donc c'est un énorme volet au niveau de la MDPH et elle est là pour la prestation. En fait, elle est sollicitée pour couvrir différents besoins qui peuvent être en aide humaine, donc aide humaine qui peuvent être assurées par un prestataire ou en dédommagement d'un aidant familial, l'aménagement du logement, l'aménagement du véhicule, tout ce qui concerne les aides techniques ou le matériel, donc c'est plutôt style fauteuil roulant, lève-malade, différentes choses de la sorte. Des remboursements liés au handicap, ça peut être de la téléalarme, ça peut être des protections, et puis des aides spécifiques ou exceptionnelles. Donc par exemple des aides des aides que vous pouvez solliciter par exemple pour des vacances, pour des fois voilà, différentes choses de la sorte qui ne sont pas couverts par ces autres besoins et qui permettent donc de bénéficier d'une petite aide de la MDPH.
Alors, pour bénéficier donc de la prestation de compensation du handicap, il faut répondre à des critères d'éligibilité. Alors déjà, tout d'abord, il faut déjà avoir moins de 60 ans, mais de plus en plus des personnes font la demande au-delà de 60 ans. Il faut tout simplement donc qu'ils fassent, qu'ils prouvent qu'ils sont bien éligibles à ces différentes aides, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés dans un des domaines des actes de la vie quotidienne. Donc tout ça, c'est une évaluation qui est faite par un conseiller handicap de la MDPH. Donc à partir du moment où vous arrivez à prouver donc, cette éligibilité, vous pouvez bénéficier donc d'une prestation de compensation du handicap. Alors ensuite, donc, le quatrième volet qui concerne aussi donc, plusieurs patients, ça concerne l'hébergement. Alors dans l'hébergement, il peut y avoir de l'accueil de jour, il peut y avoir de l'hébergement temporaire ou alors de l'hébergement définitif. Donc au fur et à mesure donc, de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire, très souvent ça se fait en maison d'accueil spécialisée. L'hébergement temporaire a une durée maximum de 90 jours par an. Alors, pour les conditions de financement, c'est quelque chose qui est un petit peu complexe, qu'il est difficile d'aborder là comme ça aujourd'hui, mais que je pourrais tout à fait vous expliquer si vous vous sentez concerné par cette situation. Alors, l'hébergement temporaire, l'accueil de jour sont principalement destinés pour, quand il y a un maintien à domicile qui devient un petit peu compliqué, et aussi pour permettre à l'aidant d'avoir aussi un temps de répit pour lui. Donc, parce qu'au fur et à mesure, donc, si l'autonomie de la personne donc, se dégrade, l'aidant, donc, pour éviter un épuisement, on propose souvent de l'hébergement temporaire et de l'accueil de jour. L'hébergement définitif, lui, est plutôt considéré quand malheureusement le maintien à domicile n'est plus possible. Et enfin, le cinquième volet donc, qui concerne la MDPH, c'est ce que l'on appelle donc l'allocation adulte handicapé. Donc, c'est une allocation donc, qui est versée pour toute personne qui représente soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80%, ou alors de 50 à 79% s'il est reconnu par la MDPH qu'elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. C'est-à-dire que si la MDPH reconnaît que cette personne-là ne pourra plus travailler, ne pourra plus exercer d'activité professionnelle, c'est un revenu, l'allocation adulte handicapé est un revenu de subsistance, mais donc, qui peut être versé soit en totalité ou alors en complément d'autres ressources. Ça arrive fréquemment que les personnes, par exemple, aient une pension d'invalidité et un complément allocation adulte handicapé. Alors, pour information, donc c'est la MDPH qui notifie donc ce droit, mais c'est la CAF qui est chargée de gérer et donc de calculer et de verser donc l'allocation adulte handicapé. Et à titre indicatif, donc au 1er avril 2022, l'allocation adulte handicapé a été revalorisée à 919 €. Voilà. Alors, concernant donc la MDPH, donc voilà, c'est à peu près les grandes lignes. Hein. Le dossier MDPH comporte encore d'autres rubriques, mais disons les principales volets du dossier MDPH sont donc, je viens de les énumérer. Alors, il faut savoir que pour toute demande que vous faites à la MDPH, si vous avez des refus, il est important de faire un recours. Alors, dans un premier temps administratif, après il peut y avoir des recours avec un conciliateur de la MDPH. C'est important de le faire, il y a des délais, hein, puisqu'il y a un délai de 2 mois pour faire un recours administratif. Donc c'est important quand même pour, voilà, si vous estimez, s'il est tout à fait justifié,
que vous ayez droit à donc une de ces aides de la MDPH. Voilà. Alors maintenant, on va parler du dossier APA. Alors le dossier APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc, il concerne en fait les patients qui ont plus de 60 ans et dont le handicap ou dont l'éligibilité a été en fait prouvée donc après 60 ans. Alors, ça concerne quelques patients qui ont eu un diagnostic tardivement et qui, donc, tout simplement, après 60 ans, donc peu importe l'âge, donc, ont des difficultés donc, pour tous les actes de la vie quotidienne, de la vie courante. Alors, il existe deux formes d'APA, hein, l'allocation personnalisée d'autonomie. L'APA à domicile pour les personnes donc qui vivent à domicile, qui ont besoin d'aide. Cette allocation donc sert en fait à financer les aides humaines, le matériel, le portage des repas, l'aménagement de logement, de l'accueil temporaire. Donc on retrouve à peu près les mêmes rubriques en fait un petit peu que la MDPH, mais pas dans les mêmes proportions financières. Mais l'esprit reste le même, c'est de venir en aide donc pour la personne, pour le patient, donc l'allocataire qui fait une demande d'APA. Donc ça c'est pour l'APA donc à domicile. Il existe aussi l'APA en établissement, donc l'APA en établissement est versée pour les personnes qui ne peuvent plus vivre à domicile, qui vivent en maison de retraite par exemple, et elle sert à régler tout simplement la facture de la maison de retraite. Alors c'est toujours très... Le patient ne s'en rend pas compte parce que en général l'APA est directement versée à la maison de retraite. Donc pour lui, il ne se rend pas compte de cette aide, mais elle existe bel et bien. Alors il est quand même important aussi de préciser que ce soit pour l'APA à domicile ou l'APA en établissement, le conseil départemental, puisque c'est le conseil départemental qui gère donc cette allocation, ne demandera jamais, ne récupérera jamais les sommes qu'il a versées. Il y a souvent un amalgame qui est fait entre l'aide sociale qui est versée par le département et l'APA. Il y a vraiment, il n'y a aucun doute à avoir. L'APA ne sera jamais récupérée sur la succession et au décès en fait, du bénéficiaire de l'APA. Voilà. Donc, alors ensuite, donc, on va revenir donc sur la période, on va dire professionnelle du patient. Et il arrive très souvent que les patients soient malheureusement en arrêt maladie. Donc, le but, c'est d'aider au mieux donc, le patient à reprendre une activité professionnelle. Donc, la première est très souvent après un arrêt maladie. Il est souvent proposé de plus en plus aux patients de prendre ce qu'on appelle un temps partiel thérapeutique, qui était en fait appelé avant mi-temps thérapeutique. Bon, maintenant on l'appelle temps partiel thérapeutique tout simplement parce qu'on n'est pas obligé de diminuer son temps de travail à 50%. En fait, on peut le diminuer, en fait, travailler, du moins on va partir plutôt de ce principe-là, travailler de 50 à 80%. Donc ça permet en fait aux salariés de pouvoir reprendre son travail, de ne pas le reprendre à temps complet. Il peut être donc à la suite d'un arrêt de travail, mais depuis la loi du 22 décembre 2018, en fait, il n'y a plus obligation qu'il soit suivi d'un arrêt de travail. C'est-à-dire qu'une personne par exemple, qui travaille depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui est fatiguée, qui vraiment sent que ça devient très compliqué, au lieu de se mettre en arrêt maladie, elle peut demander donc à être en temps partiel thérapeutique. Alors le temps partiel thérapeutique, il concerne les salariés du secteur privé et les agents fonctionnaires. Le principe reste à peu près le même, mais simplement les modalités pour y accéder sont un petit peu différentes. Alors, le principe, c'est comme la personne est un peu en arrêt de travail et un peu au travail, donc elle va pouvoir cumuler
les revenus du travail et les indemnités de la sécurité sociale. Donc en même temps, donc en général, il n'y a quasiment aucune perte de salaire. Le principe du temps partiel thérapeutique, ben, c'est qu'il n'a pas du tout vocation à durer. Il est juste là pour permettre un petit peu aux salariés de reprendre le travail, mais entre guillemets en douceur. Alors pour les salariés du privé, en fait, c'est le médecin généraliste, votre médecin généraliste qui va directement faire la demande pour le temps partiel thérapeutique. Et les agents, le fonctionnaire, lui, il va devoir faire sa demande auprès de la hiérarchie et il va être obligé de demander un certificat médical à son médecin traitant qu'il devra tout simplement donc communiquer à sa hiérarchie. Donc, du coup, voilà. Alors, après, ben, il arrive que malheureusement, la personne est quand même obligée de se mettre en arrêt de travail. Et du coup, l'idéal, c'est de pouvoir tout simplement préparer au mieux ce retour d'arrêt maladie. Et donc, on préconise de plus en plus que, par exemple, le salarié, s'il a un arrêt maladie depuis plus de 3 mois minimum, on va dire, puisse en fait demander un rendez-vous auprès du médecin du travail pour tout simplement parler avec le médecin du travail de ses conditions de travail et surtout de préparer donc sa reprise du travail. Il s'agit en fait de la visite de pré-reprise. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est vivement conseillée parce qu'elle permet tout simplement donc de préparer au mieux le retour du salarié. Alors il existe aussi la visite de pré-reprise. Alors à la différence de la visite de pré-reprise, par contre la visite de reprise, elle est obligatoire pour le salarié et c'est l'employeur qui doit tout simplement demander une visite auprès du médecin du travail, donc pour préparer au mieux donc ce retour du salarié. Alors, naturellement, le but de la visite, c'est tout simplement de pouvoir proposer aux salariés des aménagements de poste s'il y a besoin, ou des aménagements ou même des aménagements d'horaire donc que le médecin du travail donc peut préconiser donc auprès de l'employeur. Voilà. Et en fait, des fois, et ça arrive à beaucoup de salariés qui ont une sclérose en plaques, très souvent, on fait une demande de ce que l'on appelle une pension d'invalidité. Donc la pension d'invalidité, elle est notifiée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de chaque caisse primaire d'assurance maladie, et donc c'est lui qui va donc évoquer pour des raisons médicales qu'il y a besoin donc que le salarié puisse bénéficier d'une pension d'invalidité. Alors, il y a aussi des critères administratifs en plus à respecter, notamment des critères d'un nombre d'heures. Une personne doit faire au minimum, quand elle demande sa pension d'invalidité, doit avoir effectué 600 heures dans les 12 mois qui précèdent la demande, donc, entre autres. Donc voilà, il existe 3 catégories d'invalidité. Donc la première et la deuxième permettent toujours aux salariés de travailler, mais de réduire tout simplement son temps de travail. Alors il y a souvent une confusion qui est faite parce que les salariés pensent que s'ils passent en catégorie 2, ou s'ils sont directement mis en catégorie 2 par le médecin du travail, qu'ils vont être obligés d'arrêter de travailler. En fait, pas du tout. Il suffit tout simplement donc de diminuer son temps de travail. Donc la catégorie 3, elle, c'est une catégorie qui est à part, qui en général ne permet plus aux salariés de travailler, puisque ça veut dire qu'elle est lourdement handicapée. Alors il faut quand même savoir que la caisse d'assurance maladie ne s'occupe pas du tout du contrat de travail, elle ne prévient pas l'employeur, elle n'a pas le droit.
c'est simplement le patient qui reçoit donc sa demande de pension d'invalidité. Il n'est pas obligé de le signaler à son employeur. Par contre, il a tout intérêt à le faire parce qu'il existe de plus en plus quand même de prévoyance et du coup, ça lui permettra de bénéficier en fait d'une rente supplémentaire suivant le contrat prévoyance que son employeur a conclu avec un organisme de prévoyance. Donc, du coup, ça peut être une bonne chose de le signaler et de pouvoir bénéficier de son salaire réduit, de sa pension d'invalidité, d'une prévoyance et donc de continuer un petit peu donc à travailler. Voilà, alors je vous donne vraiment les grandes lignes. Hein. Naturellement, il y a beaucoup plus de choses à dire. On est un petit peu limité donc, par le temps. donc voilà. Alors je voulais aussi quand même aborder donc, en tout dernier point, et le quatrième et le dernier point, ça concerne le permis de conduire parce que récemment, il y a eu en fait des modifications donc par un arrêté du 28 mars 2022. Donc jusqu'à maintenant, jusqu'à cette date-là, en fait, il y avait toute une liste de pathologies donc, qui précisait que la personne atteinte d'une certaine pathologie devait donc consulter un médecin agréé par la préfecture et devait faire valider son permis de conduire, donc c'est-à-dire le faire valider donc, sur une durée de 6 mois à 5 ans. C'est le médecin qui décidait donc, de la validité. Et en fait, donc la sclérose en plaques n'y figurait pas, mais depuis en fait le 28 mars 2022, elle est strictement nommée. Donc, alors je vous ai même mis le paragraphe si vous voulez vérifier, donc au paragraphe 4.4.5, et donc elle figure bien donc dans toute cette liste. Donc maintenant, ce qui signifie que bah, dès que vous avez, dès que vous savez que vous avez une sclérose en plaques, il va falloir quand même assez rapidement, et je dirais même très rapidement quand même, prendre rendez-vous auprès d'un médecin agréé par la préfecture, faire valider donc ce fameux votre permis de conduire. C'est le médecin qui va faire des tests pour voir un petit peu tout simplement votre aptitude à la conduite. Et s'il estime que vous avez besoin, et c'est surtout quand il y a besoin d'aménagement, donc eh ben, il peut vous faire passer un bilan de conduite. Il le fait aussi même sans aménagement si la personne commence à prendre de l'âge et qu'il estime que ça serait bien qu'une voiture auto-école, en fait, enfin une auto-école puisse tout simplement vérifier l'aptitude donc à la conduite. Donc, une fois que tout cela est fait, eh ben, donc, il n'y a plus qu'à faire valider votre permis de conduire donc, sur le site ANTS. C'est le seul, maintenant, c'est le seul moyen pour parvenir à avoir son permis de conduire. Et donc, ben voilà en gros la démarche. Alors, on a, au LORCEP, on a en fait créé un livret qui vous explique toute la démarche du début à la fin, là je l'ai un petit peu simplifié, mais du début à la fin, et qui vous explique même comment valider votre permis de conduire sur le site ANTS, parce que c'est pas si simple que ça. Et du coup, donc, ben voilà, ça vous explique tout ça, il est disponible au réseau, on peut éventuellement aussi vous l'envoyer par mail si vous le souhaitez. Voilà. Alors, j'espère que toutes les informations que je vous ai données ont été claires. Alors, donc, comme je vous le disais au tout début, si vous avez donc, si vous avez l'impression, si vous avez une question particulière à ce moment-là, donc, ou qui vous concerne plus précisément, donc je vous invite donc à m'envoyer un mail, donc à l'adresse qui est notée, hein, béatrice.lintin@lorcep.org, donc tout en minuscule et sans accent. Vous pouvez aussi contacter directement la boîte mail du réseau, hein, donc contact@lorcep.org, ou appeler donc au numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone du standard, donc tous les matins, du lundi au vendredi, entre 9h et 12h30. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le... Ouais,
Merci Béatrice pour cette belle présentation, cette grande première. Il y a une question, quelles sont les conditions d'attribution pour l'APA? Alors, les conditions d'attribution pour l'APA, il faut donc tout simplement faire un dossier. Et c'est une fois que le dossier est fait, c'est une personne du conseil départemental qui viendra évaluer en fait directement à domicile, qui viendra voir quelles sont les difficultés en fait pour la personne. Et c'est à ce moment-là qu'elle décidera donc tout simplement de mettre par exemple un petit peu d'aide humaine, de l'aide pour les courses. Alors il y a une chose qui est importante à préciser pour la différence entre l'APA et le dossier MDPH, c'est que l'APA donc, permet d'avoir des aides humaines, je ne l'avais pas précisé tout à l'heure, mais ça permet aussi d'avoir un petit peu d'aide ménagère, ce qui n'est absolument plus le cas pour le dossier MDPH. Il y a beaucoup de personnes qui, et ça se comprend puisque naturellement beaucoup de patients sont très fatigués et qui ont des difficultés pour faire leur ménage. La MDPH ne donne aucune heure pour le ménage. L'APA, elle, peut rémunérer quelques heures en fait pour le ménage, mais principalement, naturellement, elle rémunère donc pour les aides humaines. Alors il y a aussi une chose, c'est que l'APA, à la différence de la MDPH, l'APA, il y aura toujours un reste à charge pour le patient. Donc sauf si ses ressources sont inférieures à 816 €. Mais au-delà de ces ressources, il y aura toujours un reste à charge pour donc le patient. À la différence de la MDPH, qui rémunère intégralement donc toutes les aides humaines qu'elle peut mettre en place. Voilà, j'espère que ça a été clair. Alors, une autre question, mon employeur a-t-il le droit de contester le télétravail mis en place par le médecin du travail à cause de la CEP et comment se protéger quand il cherche la faute? Alors, toujours un petit peu normalement, le médecin du travail donne des préconisations. Donc, il n'y a rien d'obligatoire. Il donne des préconisations. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours très compliqué. Effectivement, le télétravail peut être une forme aussi, tout simplement, de gérer sa fatigue. Alors, je dirais qu'il est vivement conseillé si vraiment c'est compliqué à ce point-là. Soit des fois, c'est de voir tout simplement avec les syndicats si c'est une grosse entreprise. Il existe quand même les CSE, hein, de mémoire, c'est en fait anciennement les CHSCT, je ne sais plus ce que ça veut dire CSE, mais c'est anciennement les CHSCT, ils sont quand même là aussi pour le bien-être du personnel. Et si réellement c'est compliqué, il faut aussi essayer de revoir avec le médecin du travail pour voir s'il peut, tout simplement, par le biais d'un entretien, d'un contact avec l'employeur, tout simplement expliquer les préconisations qu'il a mis en place et surtout l'efficacité de ce style de préconisation. Donc, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué parce que c'est des préconisations et ça demande quand même une certaine négociation. Des fois, ça peut demander une négociation de la part du salarié, du médecin du travail et aussi de l'employeur en fait pour mener à bien en fait ces préconisations pour que ça se réalise au mieux. Merci Béatrice. Alors, une question. J'ai fait mon dossier MDPH avec l'assistante sociale de la CARSAT. Elle n'a pas demandé la carte d'invalidité. Est-ce possible de la demander après? Alors, quand le dossier est toujours en cours d'instruction, c'est-à-dire s'il a été envoyé, et si vous n'avez pas eu de réponse de la part de la MDPH, vous pouvez demander effectivement la carte d'invalidité. Donc, tant que la MDPH n'a pas notifié les demandes que vous avez faites, donc par une
acceptation ou un refus, effectivement, vous pouvez redemander à la MDPH. Alors, vous pouvez tout simplement, des fois, envoyer un mail. Vous pouvez redemander, enfin, aller directement sur le site si c'est possible, envoyer un petit courrier ou téléphoner si vous avez un contact téléphonique. Elle a déjà eu les retours, pardon. Alors, donc, si elle a eu les retours, là, ça veut dire que là, il faudrait refaire normalement une nouvelle demande. Ça peut être fait, oui, il faut refaire une nouvelle demande. Je vois pas trop d'autres, je vois pas d'autres solutions. Par contre, la MDPH garde les dossiers médicaux, hein, c'est-à-dire qu'elle considère que le dossier médical est valable 6 mois. Donc, si ça fait moins de 6 mois, ça serait peut-être intéressant de faire une demande en accéléré et en simplifié pour dire, voilà, j'ai pas eu de carte d'invalidité, je souhaite faire une demande. Et si le dossier médical date de moins de 6 mois, ça peut toujours être intéressant. Merci. Alors peut-être 2 questions qui se rejoignent, je ne sais pas, c'est toi l'experte. Quelles sont les conditions d'attribution de la pension d'invalidité 1 et 2e catégorie? Et autre question, RQTH, quelle démarche pour passer de catégorie 1 à 2? Alors, je vais vous expliquer pour la catégorie, la pension d'invalidité catégorie 1 et 2. Pour la RQTH, il n'y a pas de catégorie. C'est-à-dire qu'on attribue à la personne une reconnaissance qualité travailleur handicapé. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que la personne pourra avoir une pension d'invalidité catégorie 1 ou 2. Et il n'y a pas de catégorie au niveau donc de la RQTH. Alors, par contre, la catégorie, alors quand vous faites une demande de pension d'invalidité en catégorie 1, très souvent, c'est comme ça en fait que ça commence, c'est le médecin donc, de la sécurité sociale, le médecin conseil de la sécurité sociale qui va tout simplement estimer que vous avez quand même une restriction donc, de votre autonomie, on va dire comme ça, donc pour pouvoir continuer à travailler. Que par exemple vous exercez un métier qui est fatigant et effectivement donc il peut estimer que vous pouvez bénéficier d'une pension d'invalidité catégorie 1. Et après, tout simplement pour la catégorie 2, c'est quand il y a malheureusement une aggravation de la maladie, par exemple, d'autres symptômes qui surviennent, que là le travail devient encore un petit peu plus compliqué. Alors très souvent, je ne vais pas préciser, mais quand les personnes donc, sont en catégorie 1, très souvent elles diminuent leur temps de travail, par exemple, de 20%, de 30%. Ça leur permet des fois tout ça, voilà, de pouvoir faire des petites semaines, de pouvoir récupérer en plein milieu de semaine parce qu'elles ont leur mercredi ou une autre matinée dans la journée. Et quand elles demandent une catégorie 2, ça sous-entend qu'il faut qu'elles rediminuent donc de nouveau leur temps de travail. Donc par exemple, là, elles décident de travailler par exemple à mi-temps et elles peuvent donc bénéficier donc de la catégorie 2. C'est vraiment le médecin de la sécurité sociale qui tout simplement décide de quelle catégorie. Ça arrive que pour une première demande, il y a aussi une pension d'invalidité en catégorie 2 qui serait directement donc attribuée à la personne. Donc voilà. Mais donc la RQTH, c'est bien différent de la pension d'invalidité. La première des choses qu'on fait, c'est une demande de RQTH. Ça permet quand même, ça ouvre des droits. Chose aussi d'ailleurs que tout à l'heure je n'avais pas précisé, c'est que vous n'êtes jamais obligé de dire à votre employeur que vous avez une reconnaissance qualité travailleur handicapé. Comme je disais, la pension d'invalidité, vous n'êtes pas obligé de le dire. En fait, vous ne dites à ce moment-là que quand elle peut vous apporter un avantage, tout simplement. Donc voilà, si par exemple vous avez besoin d'aménagement, vous serez obligé de dire que vous avez une reconnaissance. Si vous avez par exemple une prévoyance dans votre entreprise, que naturellement vous voulez bénéficier de cette prévoyance parce que vous avez une invalidité, là il faut le signaler donc naturellement à votre employeur. Donc voilà. Alors il demande de préciser, est-ce que pour les fonctionnaires aussi? Alors, pour les fonctionnaires, il peut y avoir une reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Ça concerne tout le monde.
Par contre, il n'existe pas de pension d'invalidité pour les fonctionnaires, c'est uniquement pour les salariés du privé. C'est uniquement pour les salariés les salariés aussi enfin les personnes qui sont la MSA, les personnes qui sont entrepreneurs, mais le régime fonctionnaire, ça n'existe pas la pension d'invalidité. Il existe la retraite pour invalidité, mais ça veut dire à ce moment-là que la personne ne peut plus travailler. C'est quelque chose de, voilà, c'est un peu dommage parce que c'est pas très équitable, mais il n'y a pas de solution. Et très souvent, d'ailleurs, on se retrouve avec des fonctionnaires qui sont obligés de diminuer leur temps de travail, mais du coup de perdre aussi de leur salaire en fonction de leur diminution du temps de travail. Merci. Il nous reste encore un peu de temps. Une autre question. Quelle procédure pour baisser son temps de travail à 80% tout en gardant un salaire payé à 100%? Alors, je ne sais pas si le salaire sera payé, si vous diminuez à 80%, je ne sais pas si le salaire pourra être payé à 100%, parce qu'en fait, ça dépend. Alors, ça dépend. Si vous êtes dans le privé, vous pouvez tout à fait donc, demander donc, une pension d'invalidité. Mais je ne peux pas vous dire quel sera le montant de cette pension d'invalidité, parce que la pension d'invalidité, en fait, elle est calculée sur vos 10 meilleures années de travail. Donc, c'est la sécurité sociale qui va calculer le montant de la pension d'invalidité. Donc, des fois, ça arrive que si vous avez eu des très bonnes années de travail, enfin une bonne carrière professionnelle avant, donc que vous puissiez percevoir donc d'une très bonne pension d'invalidité et pouvoir vous permettre effectivement de diminuer votre temps de travail à 80% si c'est l'équivalent en pension d'invalidité donc de votre diminution de temps de travail. J'espère que j'ai été claire. Du coup, donc ça permet donc voilà de pouvoir des fois pallier effectivement le montant de votre diminution de temps de travail. Mais c'est propre à chacun et c'est en fonction de toute votre carrière professionnelle passée en fait. Alors, il y a des simulateurs qui existent sur Internet pour calculer des fois votre pension d'invalidité en fait. Une dernière question peut-être. Existe-t-il un dispositif pour financer une aide ménagère quand une personne a moins de 60 ans? Alors, peu de dispositifs, sauf des fois certaines entreprises qui ont des grosses entreprises qui ont des fois des comités d'entreprise et qui proposent des chèques CESU. Donc, ça peut être possible. Donc à ce moment-là, voilà, vous prenez une association d'aide à domicile et donc ils viennent vous faire le ménage, vous faites un contrat. Il existe aussi pour les personnes qui sont allocataires de la CAF de pouvoir bénéficier par l'intermédiaire d'associations qui sont agréées avec la CAF, de pouvoir bénéficier pendant 2 ans, des fois ça peut être renouvelé, au moins d'une aide ménagère et votre reste à charge sera en fait en fonction de votre quotient familial. Donc voilà, pareil, tout dépend après donc, de vos ressources et de ce qui est déclaré au niveau du quotient familial. Et la dernière solution, malheureusement, c'est tout simplement de passer un contrat avec une association et de tout simplement après déclarer au niveau des impôts la somme que vous avez payée et de pouvoir bénéficier alors soit d'une réduction d'impôt de 50%, soit de pouvoir, si vous ne payez pas d'impôt, de pouvoir en fait avoir un remboursement de 50% au niveau des associations. Il n'y a pas de solution. Alors, c'est vraiment le cas qui est pas très fréquent malheureusement, enfin heureusement ou heureusement, je ne sais pas. C'est par exemple les personnes qui doivent répondre à plusieurs critères, donc avoir peu de ressources, donc le montant de l'allocation adulte handicapé, être invalide à 80%, vivre seul, bénéficier d'allocation logement, et là il peut y avoir des heures de ménage qui peuvent être à
attribué parce que la personne vit seule. Mais dans la plupart des cas, je rencontre beaucoup de gens qui, voilà, qui travaillent, qui sont même sans travailler, hein, mais qui ont besoin d'aide pour le ménage, et il n'y a pas énormément de solutions. Alors pour clore ce premier webinaire, la personne nous demande si son employeur n'a pas de CESU, est-ce qu'elle peut en avoir par sa banque? Puis nous finirons sur cette réponse. Alors, les CESU par la banque, en fait, ça revient tout simplement à passer un contrat avec une personne, avec une auxiliaire de vie, enfin une aide ménagère, on va dire, qui est en fait ce qu'on appelle en libéral. Donc, il y a cette solution aussi hein, qui peut exister, effectivement. C'est tout simplement, si vous connaissez, si vous trouvez quelqu'un que vous voulez passer un contrat, vous pouvez tout simplement, donc, effectivement, passer un contrat et la régler, ce qu'on appelle en chèque CESU, qui avant, donc, effectivement, était par les systèmes de la banque. Et du coup, voilà, ça vous fait tout simplement devenir l'employeur de quelqu'un et de passer un contrat directement avec elle. Vous avez les mêmes avantages que quand vous passez par une association, c'est-à-dire que vous pourrez déclarer 50%, donc vous pourrez avoir un remboursement ou une déduction fiscale de 50% de toutes les sommes que vous avez versées donc, à cette personne. Voilà. J'espère que ça a été clair. Eh bien, écoutez, donc, je vous remercie en tout cas pour les personnes donc, qui se sont donc, connectées. Je reste à disposition, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un mail et à ce moment-là, donc, s'il y a quoi que ce soit, donc, je vous contacterai au plus vite. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Et merci à tous pour votre participation à ce premier webinaire et on se retrouve bientôt pour d'autres sujets. Bonne soirée.